Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Ouais! Ça vient de pire en pire. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ben en tout cas pour ma part, ça va extrêmement bien. Moi aussi. Bienvenue au 22e épisode. Ça va vite, ça va vite. C'est vrai, hein? Puis je pense que quand même fou. Là, on va être en juillet, là, quand l'épisode va être publié. Mm-hmm. Le temps passe tellement vite. Ça n'a pas de bon sens. Juin a passé en un clin d'œil. Oui! Je comprends pas. Mais oui, bienvenue au 22e épisode. Merci encore d'être là et de grandir avec nous. Oui. Le nombre n'arrête pas de monter, puis on est tellement contente. Ouais, merci vraiment. Puis, avant de commencer, je veux juste vous expliquer la situation. Présentement, on est full méga à distance, plus que d'habitude. Et ça se peut que vous entendiez des bruits de voiture parce que je suis dans ma vanne pour enregistrer le podcast. C'est son studio mobile. C'est mon nouveau studio mobile. Donc, si le son est un peu différent, c'est vraiment juste parce que... Crime glacé est on tour. Exactement. Imagine! On se déplace avec le podcast. Oh, la petite crime glacée mobile. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Puis, je veux juste faire un petit shout-out aussi avant de commencer. Ben, vas-y. Je sais pas si toi, t'en avais un, là. Non, moi, j'ai un courrier glacé. Fait que vas-y. OK, parfait. Ben, je peux commencer avec le shout-out. Je voulais juste faire un shout-out à mes amis qui sont avec moi dans le bas du fleuve en ce moment et qui cuisinent mon souper pendant que j'enregistre le podcast. Wow! Ils sont en train de me faire des petits fruits de mer de toutes sortes pour faire un méga gros souper en famille. Donc, je voulais juste leur faire un petit shout-out. Merci les potes de cuisiner à ma place. Quels bons amis, wow! T'es bien entourée. Oui, vraiment. Moi, mini tranche de vie, je marchais en revenant de la job, puis je passe toujours devant le même café. Puis là, le café, il y avait un plateau de muffins dehors qui disait « Servez-vous ». Fait que j'ai eu un muffin gratuit. Wow! C'était trop cool. C'était C'est vraiment donc bon. gentil. Okay. Pendant une seconde, j'ai eu peur de me faire empoisonner. Dans le fond, c'est genre un itinérant qui a mis ça là, puis il est comme « C'est ma prochaine victime ». Non, mais... Colin. Bref, c'était le fun. Ça a fait un peu un petit rayon de soleil dans ma journée. Fac, est-ce que... Oui. On se lance? On se lance. Je suis prête. Je vais te lire mon petit courrier glacé. Parfait. Parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis j'ai demandé à la cornette si je pouvais le lire. Et elle a dit oui. Oh, d'accord. Donc, je vais lire le message de Laurence. Bonjour les filles. Je voulais juste prendre le temps de vous remercier. J'écoutais le podcast sur l'attentat de la Mosquée de Québec. J'étais avec mon fils de 9 ans et demi dans l'auto. Entre parenthèses, oui, j'écoute du true crime pendant que mon fils est dans l'auto. Il est TDAH et souvent, il se rend plus ou moins compte de ce que j'écoute. Fin de la parenthèse. Et là, en plein milieu du podcast, il commence à me poser plein de questions. Maman, c'est quoi une mosquée? C'est quoi être islamophobe? Etc., etc. Ça l'a ouvert une super belle discussion sur un sujet important à aborder avec nos enfants dans le but de bien les éduquer. Merci pour ça, c'est probablement quelque chose que je n'aurais pas osé aborder aussi rapidement avec lui, mais votre podcast m'a fait comprendre qu'il était en âge de comprendre ce genre de choses. Continuez votre beau travail. Oh! Trop cute! C'est donc bien cute! Oui, j'étais trop contente. Ça a dû quand même être rough pour lui d'entendre tout ça, mais c'est donc bien cute! Ouais. Qu'il soit full intéressé puis qu'il ait posé des questions à sa maman. Ben oui, les enfants sont plus intelligents et, ben oui. et ouverts d'esprit qu'on pense, je pense. Ça sert à rien de leur cacher ça ou de leur inventer une histoire parce que la réalité est dure. Là. Il faut qu'ils s'en rendent compte, Caroline, qu'il y a des choses de même qui se passent dans le monde. Oui. Fait que bravo Laurence d'avoir eu cette belle discussion-là avec ton petit garçon. Il va être vraiment cute. Il va être un gars super smart puis allumé puis au courant de ce qui se passe. Ouais.
Merci de m'avoir écrit aussi. Ben oui, vraiment. Fac! OK. On peut passer à la saveur du jour? OK, oui. Est-ce que ça fit avec ton épisode ou faut-tu que je devine quelque chose ou non? Non, mais... Ah, j'ai une crampe! Ah! Une crampe! What the fuck? J'ai une crampe. Une crampe de quoi, mettons? De mollet! Oh! Oh, je suis Ben désolée. voyons! OK. Oh, je suis désolée tout le monde. Meurs pas. Et je pensais mourir. T'es complètement cracky. J'ai rien vu aller. T'as littéralement pas bougé puis tu t'es mis à crier que t'avais une crampe. Ben, j'ai toutes mes affaires sur moi. Genre, j'ai mon ordi, ma bouteille d'eau. Je voulais pas bouger, mais j'avais une crampe, là. J'avais une de ces crampes, sa mère, là. Désolée. Bon. C'est très chaotique comme introduction. Tout est beau. Mais ouais, ma saveur du jour est un peu random. Je sais pas si c'est parce que je suis dans ma semaine puis j'ai des drôles de cravings, mais OK. c'est un Pepsi ou un Coke, j'ai pas de préférence, avec une boule de crème glacée à vanille qui flotte dessus. What? Je sais pas, ça l'existe-tu? T'as ça comme craving? Ben, je pense que J'ai oui. vraiment envie de ça en ce moment. Puis c'est vraiment pas mon genre. Ouais, mais c'est ça me surprend vraiment ce que tu me dis en ce moment. Mais je pense qu'il y a comme ça au IW, ça se peut-tu? Avec de la root Un beer? genre de root beer crème glacée ou quelque chose de même. Ou c'est peut-être juste un frappé à la root beer, là, mais il me semble qu'il y a de Ben, quoi. j'haïs la root beer, là, fait que moi, ça serait un Coke, mais c'est-tu genre un flotteur? Ou ça, c'est avec de la Oui, slush? ça se peut. Sauf que là, toi, tu le prendrais avec un Pepsi ou un Coke. Ouais. Je te juge pas du tout. Pas du tout. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais goûté ça de ma vie en plus, mais j'ai comme envie de ça en ce moment. Mais ouais, fait que... Puis j'ai l'impression que mes protagonistes d'aujourd'hui, ça serait le genre de truc qu'ils prendraient. Pas que je veux leur ressembler, loin de là, même tout le contraire, mais sont un peu bizarres, un peu beaucoup bizarres en fait, fait que je suis sûre qu'ils boiraient ça genre tous les jours de leur vie. OK. J'aime l'image. Parfait, fait que on se lance dans l'épisode. I am ready. Aujourd'hui, je te parle d'un couple de mariés complètement zouf OK. du nom de Erika et Benjamin Sifrit. C'est un couple de meurtriers. Puis, ben, au moment de leur crime, ils ont 27 ans. Non, pourquoi j'ai dit 27 ans? Ils ont 24 ans. OK. Fait qu'ils sont jeunes, ils sont là. plus jeunes que nous. Ah ouais. Puis, ils ont eu le temps d'être mariés et meurtriers, quand même. OK. Ouais, c'est ça. Déjà 24 ans, mariée, je suis comme, wow, ils sont vite en affaires. Plus que moi. Pas que je juge, là, mais je suis pas rendue là dans ma vie. Encore moins de tuer des gens. Ouais. C'est vrai. OK. Donc, Erika Elaine Grace, qui était son nom initial avant de marier Benjamin et de devenir Erika Sifrit, est née le 3 février 1978 en Pennsylvanie. Elle vient d'une famille très aisée financièrement. Là. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent. Loin de là. C'est une enfant unique de ses parents, Charlotte et Gerald Grace. Puis, tu sais, un petit bébé gâté, mais rien d'anormal. Une petite fille bien gentille, bien straight. OK. On dit qu'elle est super normale, bubbly, extravertie, rien de bizarre. Puis, comme moi, Erika, elle a joué au basketball toute sa jeunesse aux études jusqu'au college. Mais, contrairement à moi, elle pensait même essayer de jouer professionnellement. OK. Mais, tu sais, elle était vraiment assez bonne pour songer à devenir pro, mais elle était trop petite, fait que je pense qu'elle a arrêté ses rêves assez vite. Elle a étudié au Mary Washington College en Virginie, puis elle a gradué avec des honneurs en sciences politiques. Puis c'est durant son année de senior qu'elle a rencontré Benjamin Sifrit dans un bar. OK. Fait que ça fait qu'elle a à peu près quel âge? Dans vingtaine. OK. Benjamin Adam Sifrit, lui, il est né le 21 octobre 1977 au Minnesota de ses parents Elizabeth et Greg Sifrit. Puis lui, il a grandi dans une famille un peu moins aisée financièrement, là, plus issue de la classe moyenne ouvrière. Mais il a eu une enfance bien normale, rien à signaler. Jusqu'à présent, tout est bien chill. Oui, un petit Mais couple normal. c'est seulement 3 semaines après avoir rencontré Erika dans un bar, Mhm. tous les deux âgés de 20 ans, que Benjamin, il la demande en mariage, puis ils vont se marier à Las Vegas. Ben voyons donc. 3 semaines. 3 semaines.
Il y a des limites à être vite en affaires, là. 3 semaines? Qu'est-ce qu'il y a de pressant? Vous avez 20 ans. T'as pas le temps de connaître la personne puis d'être sûr de ça après 3 semaines, là, je peux pas croire. Ben non, genre, je sais pas pour Benjamin, mais comme Erika est aux études, elle a pas besoin de se marier après 3 semaines, là. Attendez donc un petit moment de savoir si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est bizarre, mais bon, gars. C'est rapide. Puis, tu sais, comme on dit, même s'ils sont assez vite en affaires puis quand même jeunes, ils sont un couple de mariés complètement normaux en apparence. Tout semble bien aller, jusqu'à temps que ça dégénère. Oh non. Fait que là, les deux amoureux, ils retournent vivre dans la ville natale de Erika, qui s'appelle Altoona, en Pennsylvanie. Puis Erika a décidé d'utiliser son diplôme universitaire en sciences politiques pour ouvrir un magasin de scrapbooking. OK. C'est tellement précis. Réorientation de carrière. Ouais, c'est ça. Un magasin de scrapbooking. En fait, c'est son père qui a payé pour qu'elle puisse s'ouvrir un magasin de scrapbooking. OK. Je sais pas à quel point c'est rentable, Ouais. puis à quel point c'est nécessaire. Je sais pas si ça existe d'habitude dans la vie des magasins de scrapbook. Ben, c'est comme un peu un Homer dessert, genre, plein d'affaires de bricolage puis tout ça. Mais tu sais, même là, c'est plus grand. Là, il y a plus de... En tout cas, c'est très précis pour que ce soit juste un magasin de scrapbook. Ouais. Puis petite mention à ma grand-maman Léona qui écoute notre podcast puis qui fait du scrapbooking depuis des années. C'est vrai? C'est une grande scrapbookeuse. Fait que je voulais juste te dire salut, grandma. C'est peu de temps après l'ouverture du magasin de scrapbooking, leur emménagement ensemble, que la famille de Benjamin a commencé à remarquer un changement chez lui. Depuis qu'il vit avec Erika, il appelle plus sa famille, il voit plus personne. Puis, ben, il y a des rumeurs qui disent que Erika est très contrôlante puis un peu abusive envers Benjamin. Puis, tu sais, Benjamin, on l'aime pas, là. Il est complètement cave et dingo, là. Mais quand même, Erika l'a quand même beaucoup isolé. Il y avait plus personne d'autre dans sa vie qu'elle, puis c'est quand même un des patterns que les abuseurs font avec leurs victimes, là, c'est de leur faire croire qu'ils sont seuls au monde puis qu'ils sont dépendants d'eux, là. Fait que je pense que Benjamin il a été un peu victime de ça, mais plus l'histoire avance, plus on va se rendre compte que Benjamin il était tout aussi méchant et malveillant qu'Erika. C'était juste complètement toxique ensemble. En 1997, Benjamin y suit la formation pour devenir un Navy SEAL dans l'armée, fait que les forces maritimes. La marine. Ouais, de la marine, ouais. Pendant ses formations, il voyageait beaucoup, il allait partout aux États-Unis sûrement pour suivre toutes sortes de cours, mais Erika, elle aimait pas ça, elle l'appelait tout le temps, elle était hyper possessive, elle faisait même semblant de faire des crises de panique, genre pour qu'il revienne à la maison tout le temps. Elle pouvait pas le laisser vivre sa vie, là. Puis ben ça mettait Benjamin dans la merde. Selon ses anciens collègues de l'armée, il trouvait qu'il devenait de plus en plus un trou de cul, là. Il devenait vraiment méchant, tandis qu'au début, il était quand même gentil. Puis il s'est même fait tatouer une croix gammée. Oh boy. Fait que ça l'a comme rapidement dégénéré. C'est mon âme. Oui. Puis finalement, en raison d'une décharge pour mauvaise conduite, absence répétée sans permission, insubordination, mauvais résultats et port d'insignes non autorisés, il a été retiré des Navy SEAL puis il n'a jamais eu sa classification. OK. Bonne chose quand même. Quelqu'un dans l'armée qui a une croix gammée, c'est un peu peurant. Mais non. Fait que là, ben Benjamin, il a pas de job parce que, tu sais, c'est quand même payant l'armée, là. Fait que là, il devient sans emploi. Fait qu'Erika, ben, elle fait travailler au magasin de scrapbook avec elle. Quel beau petit couple. En tout cas, je trouve ça vraiment genre ironique qu'ils travaillent dans un magasin de scrapbook. Ouais, comme c'est quasiment cute. Puis c'est à partir de là que tout part vraiment en couille. Mm-hmm. En passant beaucoup de temps ensemble, le couple a développé une fascination pour le film Natural Born Killers. Oh. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai-tu vu? Je pense que oui. C'est de Oliver Stone avec Woody Harrelson. C'est un vieux film de 94, genre. Je sais pas. Je suis pas certaine. Bref, c'est quand même un bon film, là. C'est cool. Mais c'est super violent, là. Puis c'est l'histoire d'un couple de mariés qui assassinent la mère de la femme. Puis après ça, ils sont en cavale. Puis genre, ils tuent tout le monde sur leur passage gratuitement. Puis sont comme hyper violents puis terrorisants. OK, je pense que je l'ai déjà vu. Oui. Puis c'est un peu comme... c'est très flashy comme manière d'être filmé. C'est un peu comme...
intense et tout. Genre, bon film, mais c'est pas le genre de film que tu veux t'inspirer pour te créer une personnalité. Genre. Non, clairement. Puis Erika, elle se fait même un tatou au même endroit que la personnage principale. L'actrice, dans le film, elle a un scorpion, comme sur la hanche, mais elle, c'est une croix. OK. Comme au même endroit. Puis là, rapidement, le couple, il tombe dans l'alcool et la drogue, surtout la cocaïne et l'ecstasy. Elle dit qu'elle en consommait presque 5 fois par semaine. Ouais, quand même, hein? Ils se sont aussi procuré un tas de fusils, puis ont même eu des serpents comme animaux de compagnie. Mm-hmm. Vraiment, l'inverse complet de ce que j'imagine être la propriétaire d'un magasin de scrapbook. C'est complètement ironique. Qui est ça à coke, puis qu'il y a des serpents dans le backstore. Genre avant des petits collants de crème glacée puis de machin chouette pour mettre sur une photo de famille, genre. Puis après ça, elle a full de guns on the side puis genre un serpent sonnette. Wow. Belle image. Puis, attention, là, mais voici comment s'appellent leurs serpents. Bonnie et Clyde, ce qui est... OK, c'est cute, je peux comprendre, mais ça dégénère avec les deux autres, HIV et Hitler. OK, mais dans le fond, Bonnie et Clyde, c'est un couple de fous. Puis, oh mon Dieu, Hitler, c'est super. Des tueurs en série, une ITSS et un suprémaciste nazi. On dirait que j'imagine que c'est elle qui a donné les noms de Bonnie et Clyde, vu qu'elle s'inspire full de films, puis blablabla. Puis lui, il a donné le nom d'une ITSS puis de Hitler. Genre, tu sais, on oublie la signification de HIV, là, qui est sida, by the way. C'est vraiment laid comme nom pour... Tu sais, ça sonne pas bien, HIV, pour un animal. Non, il est juste complètement cracky. En tout cas, il y a aucune bonne raison pour appeler son serpent comme ça. En tout cas, c'est de mauvais goût. Ouais. Mais bref, fait que tu vois de qui on a affaire, là. Bah ouais. Puis c'est là que le couple a commencé à commettre des vols ensemble. Ils sont devenus comme des cambrioleurs. Puis, tu sais, ils ont vraiment pris un virage de 180 degrés pour devenir des wannabe criminels. Ils ont commencé à commettre des vols ensemble, puis ils se trouvaient vraiment badass, là, comme Bonnie and Clyde. Là. Puis là, personne les reconnaissait. Là. Les anciennes amies d'Erika à l'université comprennent pas pourquoi elle a autant changé. Là. C'était comme une athlète étoile de son école, super gentille, super bonne à l'école, puis elle est devenue comme une scrapbooking crackhead. Là. Un drôle de tournant. Oui, vraiment. OK. Outre le scrapbook, Erika a développé une nouvelle passion qui est de collectionner excessivement la marchandise Hooters. OK. Hooters, c'est comme genre la cage au sport pour ceux qui sont québécois, mais avec des serveuses extrêmement sexy, là, comme quasiment en bikini là, qui te servent. Puis je comprends pas trop pourquoi elle tripe sur ce restaurant-là, puis pourquoi elle veut toute la merch, là. Je pense qu'elle en revendait sur eBay ou je sais pas trop, là, mais ils ont commencé à voler la marchandise des Hooters, genre, pour la revendre. Là. Il y avait toutes les casquettes, toutes les t-shirts, les shooters, tout à l'effigie de Hooters. OK. Drôle de nouvelle passion. Complètement random. Mais tout est random sur eux depuis le début, je comprends rien. Ouais, comme un Coke avec une boule de crème glacée dessus. Ouais, legit. OK. Fait que c'est ça. Pour subvenir au profond désir obsessif de collectionner la merch Hooters, ben le couple, ils ont commencé à entrer par effraction dans les restaurants Hooters pour voler leur merch. Imagine, comme, t'es propriétaire du resto puis t'es comme, ah, on s'est fait voler nos petites bobettes Hooters. En tout cas. Ouais. Donc, c'est en 2002, à l'âge de 24 ans, que le couple décide de prendre des vacances. Parce que c'est épuisant, s'occuper d'un magasin de scrapbooking et voler des Hooters. Fait qu'en mai 2002, ils vont à Ocean City, au Maryland, pour avoir du fun au soleil. Ils louent un condo sur la 112e rue dans un immeuble nommé The Rainbow. C'est comme un immeuble locatif pour les gens en vacances. Le 25 mai 2002, Erika et Benjamin y rencontrent un autre couple durant leurs vacances qui s'appelle Joshua Ford et Martha Crutchley. C'est un petit couple bien gentil, bien cute, peut-être un petit peu plus vieux qu'eux, mais pas tant que ça. Eux, ils viennent de Fairfax, en Virginie, puis eux aussi sont en vacances à Ocean City. Ils se sont rencontrés parce que Erika et Benjamin, ils prenaient un bus de leur hôtel. Puis c'était comme organisé, là, puis le bus faisait une tournée des bars, mais il y avait comme pas assez de change, je pense, pour payer leur billet de bus. Fait que là, Joshua et Martha, qui sont eux aussi dans le bus, ils ont proposé de payer pour eux parce que
c'est juste des gentils bons samaritains. Mais malheureusement, le karma ne va pas les affecter de la bonne façon. Oh là là. Les deux couples se sont tout de suite bien entendus, là, ça a cliqué, puis sont devenus des amis de voyage. Là, comme, tu sais, quand t'es en vacances, là, tu te fais toujours des amis, tu sais, tu connais pas trop, mais tu t'entends bien avec eux, fait que tu chill, puis tu passes la soirée avec eux, puis c'est bien le fun. Tu t'attends pas à ce que ça soit des psychopathes. Là, Non. Fait que pour les remercier d'avoir payé leur billet de bus, Erika et Benjamin, ils proposent à Joshua et Martha de leur payer un verre au bar. Fait qu'ils vont au bar qui s'appelle Secrets, mais Secrets, genre S-E-A, comme la mer. Comme Secrets. Quel beau jeu de mots. Comme les magasins, les restaurants déjeuner. J'ai littéralement écrit comme tous les restaurants déjeuner de l'univers. Frier. Exquis. Ils fouillent au plus profond de leur imagination pour trouver le jeu de mots avec eggs, genre extra œuf. Ouais. Allô, mon coco. Non, ça arrête pas, là. Expectation? Oui, c'est ça. C'est lui que je cherchais. Oh my God. Anyways, ils ont du plaisir ensemble toute la soirée. Puis là, ben, les bars ferment éventuellement. Fait que les Seafruit finissent par inviter Joshua et Martha à continuer la soirée chez eux à leur condo loué. Ils ont de l'alcool, du weed, un petit jacuzzi. Fait que, bien sûr qu'ils acceptent. Ils veulent poursuivre la soirée. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, moi aussi, j'aurais accepté probablement. Là. Tu t'attends pas à ça, là. Tu rencontres des gens full gentils en voyage, on dirait que t'es pas stressé, là. T'es comme... Ah. En tout cas. Ben oui. J'ai peur de où est-ce que ça s'en va. Fait que Joshua et Martha, ils acceptent l'offre, puis ils continuent à avoir du fun au condo de Erika et Benjamin. Ils chillent dans le jacuzzi, puis là, à un moment donné, la soirée prend une tournure complètement imprévisible et très dark. Erika, elle sort du bain de tourbillon à un moment donné, elle rentre dans le condo, puis là, elle ressort quelques secondes après en panique, hystérique. Elle crie que sa sacoche, elle a disparu, puis là, elle accuse Joshua et Martha de l'avoir volée. Ben voyons. Mais ils sont comme encore avec eux, chez eux. Fait qu'ils l'auraient mis où, la sacoche? Ça a comme pas de sens. OK, c'est genre c'est Erika qui accuse le couple d'avoir volé sa sacoche. Oui, j'étudie... Non, t'as sûrement dit ça, c'est juste que sur le coup, je pensais que c'était l'inverse. Fait que j'étais comme, c'est bien random qu'elle sort en criant, en tout cas. Mais OK, fait que là, c'est Erika qui fait une scène pour rien. Oui. OK. Ouais. Mais comme... Ils auraient pas pu vraiment la voler... Ou s'ils l'ont volé, ils l'ont genre caché dans le condo. Tu sais, ils ont pas quitté une seconde. Genre, c'est pas fini, là. Fais juste aller dire à tout le monde, j'ai perdu ma sacoche. Ouais. Tu sais, ils l'ont mis où dans leur maillot de bain, là? Tu sais, ils sont comme en maillot dans le jacuzzi. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir fait? Ouais, c'est random. Fait en tout cas, clairement, c'était comme un peu planifié d'avance, puis c'était comme un coup monté de la part de Erika et Benjamin, là. Mais bon, là, Joshua et Martha, ils comprennent rien. Ils disent « C'est pas nous, on l'a pas volé, ta sacoche, calme-toi. » Puis là, tout à coup, Benjamin, il sort un Magnum 357 et pointe Joshua et Martha avec. Ben voyons. Là, lui aussi, il devient hystérique. Il hurle qu'ils ont volé la sacoche de sa femme. Il dit « Redonnez-la, sinon je vous tue, blablabla. » Hey, ça devait tellement être paniquant là, pour le petit couple sans défense. Là. Voyons donc. Oui, puis tu sais que ça passe de 0 à 100, là. Ben oui. Ça n'a pas rapport, là. Là, Erika, elle appelle le 911, elle crie au répartiteur que on lui a volé sa sacoche, puis après ça, elle raccroche tout de suite. Ben voyons donc. What the fuck? Puis elle l'a raccroché trop vite, fait qu'ils ont pas pu retracer l'adresse d'où provenait l'appel, puis tu sais, elle a clairement pas dit de où elle appelait. Fait que l'appel servait un peu à rien, était juste un peu étrange. C'est la folie, c'est le chaos. Là. Ils sont clairement beaucoup trop coqués, là, les deux, puis ils font n'importe quoi. Benjamin, il pointe tout le monde avec son fusil, il crie. Puis là, pendant qu'ils sont un peu déconcentrés, Joshua, il pogne le bras de sa blonde, puis là, les deux, ils courent se cacher dans la salle de bain ensemble, puis ils barrent la porte. C'est comme un film d'horreur, là. Ah ouais, vraiment. Puis là, Erika, elle va sur le balcon du condo, puis si elle se penche par-dessus un peu la barrière, elle peut les voir par la fenêtre de la salle de bain. Genre, la fenêtre de la salle de bain, tu peux voir ce qui se passe en dedans à partir de son balcon. Fait que là, elle se penche, puis elle regarde à travers la fenêtre, puis elle crie à Benjamin, que lui, il est encore dans le couloir de la salle de bain, puis elle crie quand Joshua et Martha sont vis-à-vis la porte, elle crie de tirer. Genre, quand ils sont dans sa ligne de tir. Oh mon Dieu. Fait que comme elle fait le guet, puis quand il bouge assez pour que Benjamin puisse tirer, elle dit genre « shoot ». Ben voyons. Complètement idiot, là. Hey, c'est paniquant. Puis là, ben Benjamin,
il écoute Erika, puis il tire sur le pauvre Joshua 2 fois directement dans la tête à travers la porte de la salle de bain. Il meurt immédiatement. Oh my God. Imagine Martha, là, qui est enfermée avec lui dans la salle de bain, puis elle voit juste son chum se faire tirer dans la tête. Épouvantable. Ils sont en vacances, là. Ils s'attendent pas à ça, pas en tout, là. C'était leurs amis, là. Ben, d'une soirée, mais quand même, là. Ils ont passé la soirée avec. Ah ouais. Puis là, après, Benjamin, il défonce la porte de la salle de bain. Puis là, Martha, elle est cachée en dessous de l'évier, puis elle supplie de pas les tuer. Elle est complètement en panique. Benjamin, il tire 2 autres fois sur le corps inerte de Joshua. Puis Erika, elle saute sur Martha, puis elle la poignarde à mort. Ça dit ça dans certaines sources, mais je pense que la cause de la mort de Martha, elle a jamais été officiellement déterminée. Mais on pense que c'est Erika qui l'a poignardée. Mais je t'expliquerai plus tard pourquoi, mais on sait pas exactement la vraie cause de la mort. Je pense que c'est juste une théorie. OK. Mais ouais. Fait que là, les deux, leur couple d'amis est mort, assassiné par eux pour une prétendue sacoche volée, là. Mais clairement, c'était prémédité. Là. Non, c'est sûr. Là. Fait que là, Erika et Benjamin, ils veulent se débarrasser des corps. Fait qu'ils décident de les démembrer. Dans la salle de bain, ils pognent un gros couteau, puis ils coupent le corps des victimes en morceaux, puis ils pitchent tous les morceaux dans le bain pour les entasser, là. Selon Erika, à un moment donné, Benjamin tient la tête de Martha dans sa main, puis il lui demande de prendre une photo avec, puis il sourit. Oh my God. Mais Erika aurait refusé de prendre la photo. Mais genre, tu vois à quel point c'est des oufs de... Ils font n'importe quoi, là. Non, ils sont cinglés, là. Mais je comprends pas, Esprit, comment ils ont trouvé un énorme couteau assez... En tout cas, dans ma tête, ça a l'air compliqué, là. Découper un membre, là, d'un os, là. Avec un couteau, ils font là. n'importe quoi. En tout cas. OK. Ensuite, ils ont même songé à cuire et manger les victimes. Oh mais mon Dieu. Finalement, non. Erika, elle a gardé la bague que Joshua portait, puis elle l'a mise dans sa chaîne, puis elle continue à porter la bague de Joshua autour de son cou jusqu'à son arrestation. Je vais mettre une photo sur Instagram, là. Elle est en vacances, là, puis on voit sa chaîne, puis il y a la bague de Joshua dessus. OK, mais ils sont complètement cinglés. Ensuite, ils ont lavé du mieux qu'ils pouvaient la salle de bain, parce que c'est là qu'ils ont fait toute leur scène de crime. Puis ils ont mis les parties du corps dans des sacs poubelles. Ils ont pris leur voiture, puis ils ont jeté les sacs dans un dumpster derrière une épicerie à Rehoboth Beach, Delaware. Mais plus tard, je sais pas si c'est tout de suite après ou s'ils sont retournés quelques jours après, mais ils ont rebougé les sacs pour les mettre dans un dépotoir pas loin de là après. Puis une fois qu'ils se sont débarrassés des corps, sont allés jouer au mini-pot. Je suis choquée. Ils en ont rien à battre, dans le fond. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont complètement ailleurs. Pendant les jours qui suivent, là, ils ont juste continué à vivre leurs petites vacances d'amoureux. Genre, ils prennent des selfies à la plage avec le collier, avec la bague de Joshua dessus. Puis plus tard, quand on va récupérer les preuves, là, il y a encore du sang sur la bague. Là. Oh mon Dieu. Fait qu'elle avait ça dans le cou tout le long. Là. Ouais. Puis aussi, ils traînent le couteau utilisé sur eux, encore taché de sang avec des morceaux de chair et de cheveux dessus, comme un trophée. Good. Puis ils aiment ça le trimballer avec eux partout où ils vont, là, comme deux beaux os. Là. Benjamin aussi, il est allé acheter une nouvelle porte pour remplacer celle de la salle de bain parce qu'il y a des trous dedans. Il l'a achetée, mais il a pas eu le temps de la remplacer encore. Mais on le voit dans le stationnement d'un Home Depot en train de tenir la nouvelle porte en souriant, genre « Hey, check, j'ai trouvé la parfaite porte! » Complètement bizarre. Ils continuent à vivre leur vie. Erika, elle se fait même un nouveau tatou à l'endroit exact où elle aurait poignardé Martha. Puis elle trouve ça bien cool. Ils retournent même au bar où ils ont rencontré le couple pour acheter une camisole en souvenir de là-bas. Ils sont vraiment fiers, là. Ah oui, aussi, je t'avais pas dit ça, mais Erika, elle a fait un scrapbooking des meurtres. Je ris, mais c'est pas drôle. Dans le condo loué, là. Ben voyons! Elle pouvait même pas attendre d'être retournée chez elle. Elle l'a fait direct après. Avec, genre, les coquilles des balles, genre, pis... C'est n'importe quoi. My first murder, genre, je sais pas, là, elle est complètement folle. Complètement folle. C'est complètement n'importe quoi. Fait que là, après quelques jours à avoir vécu leur vie, ils ont envie de recommencer. Parce que c'était bien trop le fun, tu sais. Donc, ils rencontrent un autre couple du nom de Melissa Selling et Justin Wright.
Puis ils font exactement le même petit tour de passe-passe. Ils deviennent amis avec eux, ils sortent au bar ensemble, puis ils les invitent à finir la soirée à leur condo. Et là, boum, la sacoche d'Erika est disparue, on les accuse de l'avoir volée. OK, la même affaire. Exactement la même chose. Benjamin, il sort un gun, mais après les avoir menacés, il les laisse s'enfuir, étrangement. Parce que il a soudainement réalisé que leur location de condo finissait bientôt, puis qu'il n'y aurait pas le temps de tout nettoyer avant de partir. Fait qu'au beau milieu là, de leur sketch, il a comme réalisé que faut partir demain. OK, laissez faire. Au revoir. Genre. Ça vous tentait pas de réaliser ça avant d'aller au bar? Genre, êtes-vous complètement cave? Oui, ils sont complètement cave. Genre, je comprends pas. C'est quoi? Il y a eu comme un moment comme phénomène Raven, là, genre qui est en plein milieu, il a réalisé, il est genre faut partir. On peut pas faire ça maintenant. Tabarouette. Fait qu'une chance, ils s'en sont sortis en vie, mais clairement, ils prévoyaient les tuer, les deux pauvres. Mais plus tard, Melissa avait témoigné au procès, puis elle va dire que pendant tout le sketch, là, Benjamin il aurait pris Melissa par le bras, puis il l'aurait amenée à la salle de bain, où il y avait encore les trous de balles dans la porte. Puis il aurait pointé les trous, puis il aurait dit « Tu vois ça? On a invité un couple récemment, puis ils ont essayé de nous voler. On les a tués. » Tirés directement à travers la porte. OK, fait qu'ils leur disent ça, puis après ça, ils les tuent pas, puis ils les laissent partir, puis ils pensent qu'ils vont genre s'en sortir, comme d'une façon obscure. Ouais. C'est super. Puis, tu sais, il n'y a pas trop de suite à ça. Je sais pas s'ils sont allés voir la police ou rien, mais en tout cas, ça n'a pas contribué à leur arrestation. Ça, c'est juste au procès qu'on sait ça. Fait que je sais pas s'ils ont eu trop peur puis sont juste partis. Aucune idée. Fait que là, Erika a continué son petit scrapbooking de meurtre. Elle écrit dessus que elle et Benjamin sont les Bonnie and Clyde des temps modernes. Moi, je dis plus qu'ils sont les ding et dong du true crime. Wow! Mais bon... Quelques jours plus tard, la famille et les proches de Joshua et Martha, ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils sont jamais revenus de leurs vacances, puis ils sont pas retournés au travail non plus, puis c'est pas du tout leur genre de faire ça. Fait qu'ils sont rapidement déclarés comme disparus. On distribue des pamphlets et des affiches d'eux dans toute la région où sont partis en vacances, là, Ocean City, mais il y a rien qui débloque, personne semble les avoir vus. Puis encore à ce jour, là, les détectives en charge du dossier de leur disparition disent que si ce qui s'en vient, si ce que je vais te raconter là était pas arrivé, il y aurait probablement jamais élucidé leur disparition. Puis Benjamin et Erika auraient peut-être jamais été arrêtés pour ça. Puis ils seraient devenus genre des tueurs en série. Oh my God. Fait qu'une chance qu'ils sont absolument stupides. Parce que là, ils vont se faire arrêter, puis c'est digne de BTK puis la disquette, là. OK. J'ai hâte. Épisode 5 et 6, si vous l'avez pas vu. Donc, on est le 31 mai 2002. Donc, genre environ 5 jours après le meurtre. Le couple de Benjamin et Erika, ils ont décidé de cambrioler un autre Hooters. Celui sur la 123e rue à Ocean City. C'est ça, ils sont encore en vacances, là. Ouais. OK. Mais... durant leur cambriolage, ils ont déclenché une alarme silencieuse qui va directement alerter la police. Fait que là, eux sont encore en train de faire leur vol, mais la police, elle les attrape sur le fait, là. Eux, ils étaient en train de packer leur auto avec la marchandise Hooters. Là, il y avait des casquettes de baseball, des chandails de golf. C'est tellement random. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils les revendent, genre? Je comprends pas. Je pense qu'ils leur vendent, mais je peux pas croire que c'est tant payant. À quel point il y a du monde qui veut ça. Puis aussi, ils ont surtout volé des cadres à plaques d'immatriculation pour auto, là. Ouais. Ils ont volé genre des dizaines et des centaines de ça qui disaient genre « Suivez-moi jusqu'au Hooters ». Mais comme, what? C'est tellement absurde! Ouais, c'est vraiment random. OK, mais je savais pas que ça existait, des alarmes silencieuses. Ben oui. Crème, pourquoi il y a pas ça partout? C'est tellement plus logique, je trouve, que pas silencieuse. Ben oui. Mais là, c'est ça. Ils se font arrêter dans le parking en pleine nuit. Je vais mettre des photos. Ils ont l'air de 2 gros losers. Avec toute leur merch. Là. En tout cas, c'est vraiment malaisant. Dieu. Sauf que là, on n'est pas prêts, là. Les policiers sont pas prêts, là, Crème. Exactement. Les policiers, eux, ils pensent qu'ils vont arrêter genre des étudiants de secondaire là, qui veulent voler un Hooters comme un dare, genre un défi ou quelque chose. Mais c'est là
qui vont faire une découverte lugubre. Parce que Erika, elle commence à une crise de panique. Parce que, tu sais, autant elle pense qu'elle est badass puis une sociopathe au sang-froid, ben, c'est une moumoune qui a peur de se faire pogner, là. Fait qu'elle demande aux policiers d'aller chercher ses médicaments contre l'anxiété dans son sac. Oh! Le policier, il fouille dans son sac, puis il trouve 5 douilles de balles de fusil. Ça, c'est genre les cartouches utilisées. Oui. Fait que ça veut dire 5 restants de balles de fusil. Ouais. Et les cartes d'identité de Joshua et Martha. Oh my God, mais elle est tellement conne. Puis y avait-tu encore le couteau qui traînait tout le temps? Oui, il était pas Ils là. vont le trouver un peu plus tard. Voyons donc. Tu sais, c'est les cartes d'identité de 2 personnes portées disparues comme récemment, là, tout le monde a vu leur face, là, ça a fait comme la une des journaux, là. Les policiers sont juste genre, ah, ok. Fait que là, les policiers, ils fouillent leur Jeep, puis c'est le Jeep du couple, puis ils trouvent dedans des menottes, le fusil Magnum utilisé, 2 autres guns, des cagoules et des gants. Fait que là, ils sont comme, on a affaire à pas mal plus que des simples voleurs de merch Hooters. Ben oui, vraiment. Fait que là, eux, ils pensent peut-être qu'ils ont affaire comme à une séquestration. Fait qu'ils espèrent retrouver Joshua et Martha en vie à leur condo. Fait que là, ils ont immédiatement un mandat de perquisition. Puis, ils vont fouiller le condo des 2 dupes et ils trouvent le scrapbook d'Erika. Ben voilà. Est-ce que c'est cave? Excusez, là, j'arrête pas de dire plein de gros mots, là. Désolée pour les gens qui nous écoutent, mais voyons donc. Trouver une feuille avec des petits collants de genre gouttes de sang puis de couteau puis genre murder of my friends. Genre, voyons. Il y a aussi 2 balles de fusil sur la table à café, de la coke, puis une photo prise la soirée même du meurtre, genre au bar, de Martha et Joshua. Super. Fait que, en fouillant aussi un peu plus, ils retrouvent du sang dans les joints de la salle de bain, là, genre dans le caulking de la salle de bain. Puis une empreinte de main de Joshua étampée sur la fenêtre. Il y a aussi les clés de Martha et Joshua. Fait que, tu sais, ils sont pas mal faites. Là, ils ont pas mal beaucoup de preuves contre eux. Crème, il disait qu'il avait pas le temps de faire le ménage pour le deuxième couple, mais ils ont même pas eu le temps de terminer le premier, là. Ben non. C'est vraiment juste triste pour le petit couple de Ben oui, innocents tellement, là. qui ont rien fait, tu sais. Fait que là, le couple de Benjamin et Erika sont arrêtés. Ouais. Puis, tout de suite, ils se tournent rapidement l'un contre l'autre. Parce que, tu sais, classique! ils dénoncent l'autre, puis ils prétendent tout être une victime, puis que c'est l'autre qui avait tout organisé, puis qui voulait pas. Classique. Classique. Là, Erika a dit que sa relation avec Benjamin était abusive, qu'il a été manipulé là-dedans. Puis là, c'est Benjamin qui dit que c'était lui qui était abusé, puis dans une relation toxique. Mais c'est pas mal les deux, là. Ben oui. Les deux sont des psychopathes. Là. Mais ça arrive tout le temps là, dans les situations où c'est un couple qui sont des meurtriers. Là. Genre Ben oui. Carla Homolka, puis... Paul Bernardo, là. Oui. C'est Ben exactement ça, là. Mm-hmm. Puis tu sais, aucun des deux s'est fait manipuler, là, parce que comme... Ils gardaient le fucking couteau encore taché de sang sur eux, puis Erika, elle avait la bague de Joshua sur elle. Elle a fait un scrapbooking sur les meurtres, là. Elle était pas juste comme influencée, là. Non, ils se sont aidés les deux. Elle adorait là. ça. Oui, ils ont trippé leur vie. Erika a dit que son mari, c'est un raciste et maniaque du contrôle, qu'il est abusif mentalement et physiquement, puis que le seul compliment qu'elle a jamais eu de lui, c'était que c'était une épouse cool parce qu'elle acceptait d'aller dans les bars de danseuses avec lui. Aussi, dans les documents de la cour, Benjamin il aurait déjà demandé à Erika de tomber enceinte de lui parce qu'il voulait des enfants, puis elle aurait accepté. Elle serait tombée enceinte, mais 4 mois après le début de sa grossesse, Benjamin lui aurait dit qu'il aurait changé d'idée. Puis il lui aurait dit « Fais-toi avorter ou sinon je vais t'arracher le bébé de toi. » Fait qu'elle aurait eu un avortement. Ben voyons donc. C'est ça, c'est juste des supposés, là. C'est ce que Erika a dit, mais on n'a pas de preuve de ça. Elle dit que Benjamin lui aurait dit après l'avortement « J'ai jamais voulu d'enfant, je voulais juste voir jusqu'où tu irais pour moi. » Complètement dégueulasse. Encore là, on sait comme pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est... En tout cas, Ouais. je pense que les deux, ils étaient pas mal toxiques l'un pour l'autre, là. Ouais. Autant ils sont fous puis ils disent n'importe quoi, autant ça me surprendrait pas qu'ils aient fait ça parce que c'était 2 personnes horribles. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, on a comme pas vraiment de preuves de ça. Benjamin, il avoue qu'il s'est débarrassé des corps, mais il dit que c'est sa femme qui a tué les deux. Il dit qu'il avait trop bu cette soirée-là, puis il s'était endormi, puis que ce serait Erika qui aurait tué le couple. Puis ils vont jamais vraiment dire la vérité, fait que on saura jamais exactement ce qui s'est passé cette soirée-là. Mais ce que je t'ai raconté, c'était comme la théorie la plus plausible des policiers puis des enquêteurs. Mais eux, ils disent n'importe quoi, ils mentent, sont pas fiables. Ils ont sûrement genre aucun remords, puis ils veulent juste comme pas que la faute soit sur eux. Fait qu'ils pitchent la balle l'un à l'autre. Ouais, ça sera un peu plus tard qu'on veut retrouver des restants des corps des victimes dans le dépotoir, mais jamais on veut retrouver leur tête, ou leur corps complet. Là. Les Seyfried, ils en ont jamais parlé, là, ils gardent le silence, ils veulent pas donner de détails. Pendant son témoignage, Erika veut dire que c'est Benjamin qui a tout organisé, puis qu'elle, elle faisait juste être à côté puis dire « Please, no, don't do this, fais pas ça, fais pas ça ». Là, elle essaie de faire une entente de plaidoyer en échange d'avouer où sont les corps, puis de témoigner contre Benjamin, mais elle a échoué lamentablement le détecteur de mensonges. On a retrouvé les parties des corps, puis on a assez de preuves contre eux, fait qu'ils ont comme pas besoin de faire un deal. Fait qu'ils refusent sa proposition. Puis ils sont tellement fous puis démoniaques que les policiers veulent pas leur laisser une chance de sortir plus tôt qu'il faut. Ils sont trop dangereux selon eux. Fait que le procès arrive, ils ont été jugés séparément, mais pendant tout le long, les deux, ils s'envoient chier, ils se dénoncent l'un l'autre sans arrêt, puis ils essayent tout pour mettre le blâme sur l'autre. Comme j'avais dit plus tôt, Melissa Serling est venue témoigner pour dire qu'elle a vécu le même genre de rituel, mais qu'elle s'en est sortie. Finalement, Benjamin il a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré de Martha. Il a reçu une sentence de 38 ans de prison. Il a été acquitté de toute charge de meurtre contre celui de Joshua. Malheureusement, parce que il y avait un manque de preuves. J'ai pas trop compris, là. C'est un peu... Il y a plein de zones grises pendant le procès, là. Ouais, mais lui, il a pas du tout été accusé de rien contre le meurtre de Joshua. Vraiment bizarre. OK. Ouais, c'est bizarre. Il est éligible à la libération conditionnelle depuis 2021, mais sa première demande a été refusée en avril 2022. Ouf. My God. S'il obtient jamais sa libération conditionnelle, il va être libéré en 2030, après avoir purgé ses 38 ans, puis il va seulement avoir 53 ans. Oh, mon Dieu. C'est vraiment épeurant. Il peut pas rester plus longtemps que ça en prison. Non, lui, il a pas eu prison à vie. Il a eu 38 ans. OK. Étrange. Puis elle? Ouais. J'ai comme peur. Ouais. Erika, elle a été reconnue coupable du meurtre au 1er degré de Joshua et du meurtre au 2e degré de Martha. J'ai vraiment pas compris. Je trouve que ça n'a aucun sens, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que les sources étaient pas hyper claires. En tout cas, si je me suis trompée, là, flagellez-moi pas, là, mais elle a reçu une sentence de prison à vie plus 20 ans, mais est éligible à la libération conditionnelle cette année. Oh là là. Mais bon, je pense pas qu'elle va l'avoir. Le détective sur le dossier, détective Bernal, il dit qu'il va assister à chaque audience de demande de libération conditionnelle jusqu'à sa retraite, puis qu'il va amener les photos des autopsies pour être sûr de rappeler à tout le monde ce que les deux ont fait. Oh mon Dieu. Wow, merci. Donc, c'est une bonne chose. Merci à toi, détective Bernal. On espère qu'ils sortiront jamais de prison. Please. Puis, en mars 2010, Benjamin il a demandé le divorce à Erika. Quand même 7 ans après avoir commencé sa sentence, là, ça a été long. Mais ils ont officiellement divorcé en prison en août 2010. OK. J'espère vraiment qu'ils vont pas sortir. Parce que si les deux démontrent comme aucun remords, ils veulent pas avouer, ils pitchent la faute sur l'autre, comme clairement, ils pourraient sortir puis juste décider de recommencer à faire des niaiseries. Là. Ben oui. Pas nécessairement ensemble, mais juste comme parce qu'ils sont complètement zinzins. On peut pas leur faire confiance, là, mais le problème, c'est que Benjamin, il va sortir. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment peur. J'avais lu quelque part que qu'un des détectives disait que un était de la dynamite puis l'autre l'allumette, puis ensemble ça l'avait comme créé une explosion, mais que séparément peut-être qu'il aurait pas commis ce genre de crime-là. Fait que peut-être que Benjamin sans Erika, il va juste comme être un gars un peu weird sans plus, en tout cas. En espérant qu'il ne trouve pas l'allumette à sa dynamite, là, une autre allumette, là. Je veux dire, ça existe, là. Il y en a pas juste une dans le monde, là. Non, c'est ça. Oh my God, c'était peur, hein. T'as dit 2030, hein? Fait que j'ai encore un peu de temps pour respirer, là. Je vais mettre une alarme.
Ça fait peur comment des gens bien normaux peuvent virer sur le top, là, parce que peut-être un peu moins pire que le Uber driver, là. Lui, ça avait l'air un peu comme d'une crise, là. Ouais. Mais eux, ça, c'est comme... Il y a une switch qui s'est défaite, puis elle l'a jamais re-switché, là. Tu sais, ils sont comme devenus des psychopathes du jour au lendemain. C'était pas une possession là, d'application, là. C'est vraiment juste comme... OK. Ça fait vraiment peur. J'avais jamais entendu cette histoire-là. Tu sais, mes sympathies aux victimes qui ont perdu la vie dans une scène complètement horrible des mains de deux psychopathes complètement caves et fous alliés, là, mais ça a dû tellement être épouvantable comme soirée, là. En tout cas, pauvre eux, là, c'est trop triste. Puis genre, on dirait que ça me donne encore plus envie d'être prudente quand je vais en voyage, puis de pas nécessairement accepter d'aller chez des gens après seulement une soirée que je les connais. C'est poche parce que sur papier, c'est le fun, là. Ben oui. Tu rencontres du nouveau monde, tu veux veiller toute la soirée. Mm-hmm. Ils sont comme, on a loué un penthouse avec un bain de tourbillon, venez-vous-en. Tu sais, c'est sûr que tu dis oui. Ben oui. Puis tu dis, j'étais avec mon chum, je suis pas tout seul, ils sont juste deux, tu sais, rien peut arriver, mais comme... Puis tu sais, je dis ça, là, mais ça se peut que genre... dans la vraie vie, ça m'arrive puis que j'accepte aussi, là, puis sans me méfier. Mais c'est juste que comme chaque épisode de True Crime qu'on fait me débloque une autre façon, genre, de me méfier dans la vie. Mais comme je suis pas paranoïaque, zéro. C'est juste genre, tout le monde, faites attention à vous et essayez d'avoir votre sixième œil, votre troisième œil, excusez. Votre sixième œil. Je voulais dire votre sixième sens et votre troisième œil. Essayez d'avoir votre sixième œil si vous voulez, OK? Ouais, il y en a jamais trop d'œil, là. Soyez prudents. Ouais. OK, ben merci, Jus, pour cette histoire. On en est venu à bout de cet épisode-là. En tout cas, désolé s'il est un peu étrange, là. On a eu 1000 mésaventures. Ouais, je sais pas comment ça va sonner ou si vous allez vous en être rendu compte, mais c'était un peu chaotique. On s'en excuse. Mais non, je pense que au final, c'était vraiment une bonne histoire. Merci, Jus. Ben, merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'à la fin, chers auditeurs. N'hésitez pas, encore une fois, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou vous pouvez aussi nous écrire un courriel à crimeglacé@commercialgmail.com. Puis, n'oubliez pas de mettre une petite review 5 étoiles si c'est pas déjà fait sur Spotify et Apple Balado. Oui, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis, on aime ça, vous lire et vous jaser. Fait que c'est ça. On vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine. Oui, à dimanche prochain. Bye! Bye les cornets!